Ça, c'est l'orang-outan qui l'a cassé. Il casse et mange cette partie-là. Voilà pourquoi il dégrade pas mal de plantations ici. Vous voulez vraiment planter du riz? Bon, vous voyez, il y a des marques faites pour planter les pousses, ici, jusqu'à là-bas. Comme ça? Avant, on utilisait de l'engrais chimique, mais on s'est rendu compte que ça avait une incidence sur notre santé. Depuis qu'on est revenu à l'engrais naturel, tout a disparu. On est venu jusqu'ici pour rencontrer le rhinocéros de Java, dont il reste qu'une quarantaine d'exemplaires qu'on ne trouve qu'ici. En fait, c'est le mammifère le plus rare de la planète qu'on va rencontrer dans ce petit bout d'île. Depuis que cette espèce s'est éteinte au Vietnam, nous sommes les seuls garants de la préservation du rhinocéros de Java. Les pêcheurs utilisaient souvent des explosifs ou du cyanure pour tuer les poissons. Tous ces procédés sont extrêmement néfastes pour le corail. Ils endommagent les fonds marins. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de poissons ici. Et ils reviennent, parce qu'on a réussi à leur fournir un nouvel habitat. Pour moi, l'Indonésie, c'est 240 millions d'habitants, ce qui en fait la 4e nation au monde. Personnellement, j'ai du mal avec les grandes villes, un vrai sentiment d'oppression. Ici, l'habitat de l'homme est en perpétuelle expansion, empiétant un peu plus chaque jour sur les espaces naturels, entraînant inexorablement certaines espèces animales sur la voie de la disparition. J'ai hâte de partir à la découverte de ce pays composé de 17 000 îles, Sumatra, Java, Bornéo, Bali, des noms qui font rêver. C'est à Medan, sur l'île de Sumatra, que je débute mon voyage. J'ai rendez-vous avec une équipe de SOS Orang-Outan, dirigée par un jeune écologiste très actif, Panut. Bonjour! Tu es Panut? Oui, enchanté de faire ta connaissance. Voici Rico, notre vétérinaire, et voici notre coordinateur pour l'association. Votre organisation s'occupe de quoi exactement? Nous protégeons l'orang-outan de Sumatra et son habitat, la forêt, en sensibilisant la population. L'objectif est de réduire les conflits entre l'homme et l'orang-outan. Il y a beaucoup d'orang-outans dans les fermes aujourd'hui, et nous devons les déplacer vers la forêt pour les sauver. On est prêt à partir sur le terrain. Ils ont besoin de notre aide maintenant. Aujourd'hui, on a un cas isolé dans une ferme. On doit vraiment partir tout de suite. Je suis prête, allons-y. En Indonésie, la moitié des forêts a disparu en 50 ans. Il nous suffit de prendre la route en slalomant entre les deux roues pour nous rendre compte de cette pression humaine sur l'environnement. Nous nous dirigeons vers un petit village situé à 100 km au nord-ouest de Medan. Les villageois nous attendent. L'orang-outan indésirable n'est plus très loin. Tu speak English? I don't do that. Il a peur de l'orang-outan. Vous aussi, vous avez vu un orang-outan? Oui. J'ai pas peur, mais quand même, il est tout près. Les gens d'ici pensent que l'animal doit être délocalisé. Ce n'est plus sa maison maintenant. Regarde ça. C'est du caoutchouc et des palmiers à huile. C'est très commun comme plantation. Et beaucoup d'orang-outans mangent les fruits du palmier, ce qui n'est pas naturel. Ça, c'est l'orang-outan qui l'a cassé. L'orang-outan aime manger ça. La pulpe.
Voilà, il casse et mange cette partie-là. Voilà pourquoi il dégrade pas mal de plantations ici. Il est là. Les orang-outans bougent toujours d'un endroit à l'autre pour se nourrir. Ils ne sont pas très sociables, plutôt solitaires. Mais ils peuvent être en groupe, parfois. Ça peut arriver, puis ils se dispersent. C'est surtout les femelles qui restent avec les petits. Ce qui est important, en fait, c'est l'approche de l'animal. Effectivement, la localisation et le fait que l'animal subisse le moins de stress possible. Et après, effectivement, ce qui est important, c'est la préparation. Même quand les animaux sont pesés tranquillement dans une clinique, l'anesthésie, c'est une science, mais c'est aussi parfois une question d'appréciation et de chance. Les animaux sauvages, on a du mal à évaluer leur poids. Ils sont loin, on ne voit pas tout le temps la fléchette rentrer. C'est pour la faire se déplacer. Ya. Dans la jambe. Ayo, cepat, tali. Jaring. Il ne tombe pas sous la piqûre. Hein. Il y a beaucoup d'agitation. Si celle-ci ne suffit pas, alors il remettra une autre dose. En attendant, il faut la suivre pour ne pas la rater quand elle va tomber. Jaringnya siap kan, jaring? Elle est juste là, elle nous regarde. Peut-être que le produit commence à agir. Quelqu'un il va falloir se mettre en place en dessous pour la réceptionner. Oh! Di jalan itu bang, di jalan bang. Udah, lebarkan dulu jaringnya. Sini aja, buka. Angkat lagi, angkat. Udah. Sini aja dulu bang, kita berangkat bang. Udah lah, sini. Banyak kali ya Pak, mana bang? Duri lah. Sana dulu. Kayak sana nih, Mas, terus sana. Can you move? Watch. Il a beaucoup de plombs de fusil tirés par les locaux. Vraiment? Vous les sentez sous la peau? Ah oui, c'est une balle là. On va les enlever tout de suite. Ok. Ceux qui sont juste sous la peau, en surface seulement. Si ini mana panggil dia kemari aja. Ji. Kemari lah Ji. Make it Yeah. all the area. Je commence au milieu. Tu vois? Ça, c'est le signe que les orang-outans ne sont pas les bienvenus ici. C'est triste de voir qu'on a tiré sur lui. Tu vois, il n'appartient plus à cet endroit. C'est la terre des hommes. C'est une plantation. On doit le sauver immédiatement, sinon il n'a pas de futur. Les gens le considèrent comme nocif pour eux. Parce qu'ils mangent les récoltes des fermiers, les durians, les fruits de l'hévéa et même les fruits des palmiers à huile. Ils mangent tout ça, ce qui énerve les gens, qui se mettent ensuite à lui tirer dessus. J'ai cru comprendre qu'on pouvait même avoir des primes dans certaines plantations. Ça n'arrive pas partout à Sumatra, mais ça arrive à Bornéo. Certaines compagnies demandent à ce qu'on abatte les orang-outans.
Ici, on est dans une zone où il y a à peu près une dizaine d'hectares. Et chaque orang-outan aurait a priori besoin d'une centaine d'hectares pour évoluer. Donc c'est clairement insuffisant. J'ai comme un sentiment de tristesse qui m'envahit. Sentiment qui semble être partagé par toute l'équipe. Triste de voir que ce n'est pas facile de partager notre terre. Nous déménageons vers le nord de l'île. Le parc national du Gunung Leuser, avec ses 9500 km², est devenu aujourd'hui le sanctuaire des orang-outans. Un espace protégé, une nouvelle ère de vie pour notre primate délocalisé. Ok, c'est parti. Bye bye. Bye bye. Je suis si content. Moi aussi. C'est fabuleux de la relâcher comme ça. C'est tellement simple à faire en fait. Ouais. Tu la remets juste 1 million d'hectares là pour elle. Est-ce que tu sais s'ils mettent du temps à s'acclimater? Non, l'orang-outan va s'adapter plutôt facilement. Adapte. Et tu penses que dès ce soir, elle va faire un nouveau nid? C'est sûr. Ah, good. Nouvelle maison, nouveau futur, et je suis content. Maintenant, nous pouvons vivre en harmonie avec l'orang-outan. Nous protégeons cet espace et de l'autre côté, nous avons le nôtre. C'est la seule solution pour vivre en harmonie avec l'orang-outan. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population des orang-outans vit encore à l'extérieur des zones protégées. Des centaines de primates sont tués chaque année et beaucoup trop encore sont sauvés d'extrême justesse. C'est au centre de quarantaine Batu Belin, non loin de Medan, que je mesure l'ampleur du problème. J'y rencontre Ian Singleton, le directeur, et Yeni Saraswati, la vétérinaire. Ici, les primates sont en cage, mais c'est une simple étape avant la liberté. Combien d'orang-outans est-ce que vous avez ici? En ce moment, nous avons ici 52 orang-outans. Quelques-uns sont des orang-outans confisqués à des particuliers et d'autres sont ceux que nous avons sauvés. Je crois qu'à partir d'ici, on doit mettre un masque. On se nettoie bien, enfin on passe dans le pédiluve, on se nettoie bien les mains, masque obligatoire, parce que les orang-outans et les hommes peuvent se transmettre des maladies. Ça va dans un sens et dans l'autre, évidemment. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de cet orang-outan? Chan fait partie de nos orang-outans sauvages. Les habitants ont tenté de le capturer parce qu'il dérangeait les plantations. Les gens l'ont frappé à la tête jusqu'à ce que sa tête enfle. Et quand nous avons scanné sa tête, il avait une fracture au crâne. Il a l'air très bien portant. Celui-là, il va être relâché quand? On attend qu'il aille un peu mieux. Ce bruit qu'elle fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le signe d'un orang-outan mécontent. Il n'aime pas que l'on soit à côté de lui. Il devient nerveux. Oui, c'est une menace. Thank you, Yanni. Sama-sama. J'ai l'impression que c'est quand même la culture industrielle qui menace l'habitat des orang-outans aujourd'hui et pas finalement la vie des communautés locales. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Ce qu'on remarque en Indonésie, c'est qu'il y a certains Indonésiens qui font de vastes fortunes avec les plantations d'huile de palme. Mais c'est une erreur de penser que ce sont les Indonésiens qui détruisent toute cette forêt.
La plupart des compagnies ont des couvertures indonésiennes, mais en réalité, ce sont de grosses compagnies étrangères, américaines, australiennes et européennes. Cette masse d'argent ne reste pas au niveau local. Vous pouvez voir les plantations alentours. Quand ils ont commencé à produire, les villageois habitaient dans des maisons en bois. Ils n'avaient pas de livres. Et devinez quoi? Après toutes ces années, c'est toujours pareil. L'argent ne reste pas là. La corruption en Indonésie est ancrée profondément dans la société, dans la police, au gouvernement, partout. Le futur de l'orang-outan dépend de l'application des lois déjà existantes, de la part bien sûr de la protection de la vie sauvage, mais aussi de la part des exploitations industrielles. Il faudrait juste que les compagnies respectent les lois sur l'emplacement et surtout qu'elles arrêtent les déboisements sauvages, en mettant le feu par exemple. La question est de savoir si ces changements vont être suffisamment rapides. Est-ce que l'Indonésie va mettre du temps pour appliquer ces lois? Et à ce moment-là, est-ce qu'il y aura encore des orang-outans à protéger? En Bahasa, la langue officielle indonésienne, orang-outan veut dire l'homme de la forêt. Mais cette forêt est en danger. L'Indonésie est aujourd'hui, avec la Malaisie, le premier producteur mondial d'huile de palme. C'est la matière grasse la plus économique et la plus utilisée dans le secteur alimentaire. Mais cette demande en forte hausse est la cause d'un véritable désastre écologique. Je reste persuadée que son utilisation en tant que biocarburant ne va pas arranger les choses. À ce rythme, si rien n'est fait, on estime que la forêt vierge indonésienne aura quasiment disparu dans les 30 années à venir. Le temps presse, Panut l'a compris, et il a décidé de reconstituer petit à petit l'écosystème nécessaire à la survie des orang-outans. Ok, ça c'est pour toi, Mana. Ça c'est pour toi. Ok, allons planter. C'est un moment de joie. Voilà, tous les jours on essaye de venir planter des arbres. Les trous sont déjà faits. C'est sympa. This one is for me? Oui, c'est pour toi. Et pour le petit garçon. Ne répands pas la terre, hein? Qu'est-ce que c'était ici avant, Panut, sur cette zone? Ici avant, c'était une forêt primaire. Mais des gens mal intentionnés ont tout coupé pour y mettre une plantation d'huile. Et ils ont tout dégradé comme ici. Et on a réussi à les expulser. Légalement? Oui. Avec les autorités, on s'est réapproprié les lieux et c'est devenu notre zone de plantation. Tu vois, ces villageois sont employés à plein temps pour replanter des arbres. Et dans 5 ans, j'espère que cette zone sera de nouveau comme la forêt primaire. Will be hot. Je veux montrer au monde que tu fais quelque chose de bien. Alors je veux te faire un cadeau. Je te donne ce palmier à couper. Ah, good. Very good. Allume la tronçonneuse. C'est bien la première fois que je suis contente d'abattre un arbre. Exceptionnellement, on tronçonne avec le sourire. Merci. C'était un très beau cadeau. Je suis très contente. Une chose est sûre pour moi aujourd'hui. Panut et ses amis ne baisseront pas les bras. Ils continueront à planter des arbres et à déplacer des orang-outans. L'huile de palme n'est pas une fatalité. Mais il n'est pas évident non plus d'être un consommateur éco-responsable. La preuve avec mon guide local, Roby.
Regarde, Roby. Moi, j'ai fait des courses sans huile de palme. Laisse-moi te montrer quelque chose. Ingrédients. Sucre, farine, sodium et huile de palme. Ça, c'est les chips qui tuent l'orang-outan. Huile de palme, c'est marqué. L'huile de palme, elle se cache absolument dans tous les produits. Les biscuits, le shampoing, le dentifrice, la lessive, les biscottes. Et sous des tas de formes différentes. Et donc aujourd'hui, avec la façon qu'on a de s'alimenter, éviter l'huile de palme, c'est un vrai calvaire. Tiens, c'est un cadeau. Ta femme va être contente. C'est mieux, non? L'élément essentiel et incontournable de la cuisine asiatique, c'est le riz. Sur le bord des routes, peu d'agriculture industrielle, mais bon nombre de petites rizières à taille humaine. J'ai envie de partager un petit moment avec ces hommes et ces femmes qui ont un rapport particulier avec la terre. Bonjour, comment ça va? C'est du riz? Oui, oui, c'est du riz. C'est du riz. Elle repique le riz. Quel est votre nom? Maïcha. 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 Nanti kalau telepon Mak Ica. Maïcha. Manaig. Naid. Ig. Il. C'est bien. Manaid. Manaid. Jangan marah. Ne vous vexez pas, je vous aime bien, mademoiselle. Bener nama Mas. Ka anak ieu teh yeuh kasih keneng. Ini kan. Alors là, on doit déraciner ces plants de riz qui ont poussé ici. Après, on va les replanter un peu plus haut dans un champ qui a été inondé pour cultiver le riz. Après, on doit attendre 3 mois pour le récolter. Voilà le processus pour cultiver le riz. On plante des graines, on déracine les plants et on les replante dans la vase. Combien est-ce qu'on vous paye pour cultiver le riz? Nous, les ouvriers, on travaille tous les jours et on est payé à la journée. Pour planter le riz, on reçoit environ 2 € par jour. Est-ce que vous êtes contente de travailler comme ça? Ça me plaît, car au moins j'ai du travail et ça me rapporte de l'argent. Moi, je travaille tout le temps. Je travaille aussi dans les plantations de légumes. Si vous voulez, je vous mets quelques plants dans un sac. Comme ça, vous aurez du riz à emporter chez vous. Elle est petite, mais elle est plus grande Jangan maintenant. banyak-banyak. Non, faut pas en prendre trop. Ah, too much. Pas trop, pas trop. Karunya teuing. Ah, la pauvre. Elle a les jambes si blanches et elle veut descendre dans la boue pour planter. Yo, menantu teh ieu mah yo hayang. Vous pouvez pas descendre dans la boue, vous allez être toute sale. Ok, it's good, it's good, it's good. Mau nanam. Vous voulez vraiment planter du riz? Je vous montre. Bon, vous voyez, il y a des marques faites pour planter les pousses, ici, jusqu'à là-bas. Comme ça? Voilà, c'est très bien. Maintenant, mets-en un autre à côté. Voilà. Très bien. Itu di depannya. Di depan. Très bien. Ya. Ah, j'aimerais bien avoir une belle fille comme toi, moi. Mimpi apa tuh, Mas? Bon, c'est vrai qu'elle travaille lentement, mais j'aimerais bien quand même. Kok jadi begini? Mets ta lanière comme ça. Voilà, parfait. Ça te va très bien. Iya, betul. C'est mieux, hein? Bagus. Bayarna we menantunya. Je n'oublierai pas Maïcha et son sourire d'aussitôt. Sa relation à la terre me convient bien. Faire pousser du riz ou un légume, tout simplement dans son jardin, me montre chaque jour la générosité de cette terre.
J'apprends qu'à Sumatra, de nombreuses associations tentent aussi de conserver et de développer une pratique déjà ancienne, l'agroforesterie. Je pars à la rencontre d'Amdan, membre de l'Institut des forêts de Sumatra. Sa mission ? Convertir les paysans locaux à l'agroforesterie. Il décide de m'emmener dans un petit village au centre de l'île. C'est du café ? Oui, c'est du café. C'est de l'arabica ? Arabica, c'est ça. Ce sont les cerises. C'est une cerise de caféier. Tu vois ? Et à l'intérieur, 2 grains de café. En Europe, l'arrivée de la mécanisation dans les années 40 a fait disparaître ce mode d'exploitation des terres agricoles. À l'opposé des monocultures intensives qui appauvrissent les sols, ici chaque plante a son importance. Un mariage d'essences a priori empirique, mais qui a démontré son efficacité depuis l'Antiquité en termes de biodiversité et de rendement. L'agroforesterie, c'est un concept dans lequel on associe des espèces de culture à des espèces sauvages. On entretient un écosystème qui se suffit à lui-même, où chaque plante et chaque arbre joue son propre rôle. Dans le cas de cette culture de café organisée suivant le concept de l'agroforesterie, les grands arbres comme celui-ci apportent de l'ombre aux plants de café et les protègent des fortes chaleurs. Ça rend les plants de café plus productifs. On peut utiliser des bananiers aussi. Oui, on plante des bananiers, mais ce n'est pas pour récolter des fruits. En fait, on se sert du tronc de l'arbre pour fabriquer un engrais biologique. On peut toujours manger les bananes si on veut, mais nous nous servons du tronc pour une autre fonction. Parfois, on le laisse directement pourrir au sol, comme celui-ci. En pourrissant, il va retenir une grande quantité d'eau de pluie dans le tronc. Et il servira à maintenir la terre humide autour de lui. Ce sont des parcelles où il y a beaucoup d'insectes, beaucoup de vie dans le sol. Un petit coléoptère, un petit ver, beaucoup de petites araignées, des fourmis par milliers. En se décomposant, l'arbre attire énormément de petites bêtes qui viennent se nourrir. Et à leur tour, toutes ces petites bêtes viennent nourrir la terre de la plantation et la rendent beaucoup plus fertile. Ici, nous avons de la cannelle, que nous appelons aussi écorce sucrée, qui a toute sa place dans la plantation de café. On peut évidemment récolter l'écorce pour préparer l'épice, mais il apporte beaucoup plus indirectement. Les racines du cannelier sont très robustes et elles permettent d'affermir le sol et d'empêcher les glissements de terrain. Ici, les plantes se protègent entre elles et favorisent mutuellement leur développement. Ce procédé de culture réduit aussi l'utilisation des produits chimiques. Donc ça, c'est l'engrais et le pesticide naturel. Qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur? Pour fabriquer le pesticide, on utilise de la citronnelle, des feuilles d'acajou et des racines de ali-ali, une plante locale. Et pour l'engrais biologique, tu mets quoi? Dans celui-ci, on mélange des tubercules de bananier, des crottes d'animaux, des biostarters et de l'eau. Comment est-ce qu'il faisait avant de connaître cette façon de faire, de retrouver cette façon de faire? Avant, on utilisait de l'engrais chimique, mais on s'est rendu compte que ça avait une incidence sur notre santé. On avait parfois la vue qui devenait trouble. On a eu plusieurs allergies et de fortes démangeaisons sur la peau. Depuis qu'on est revenu à l'engrais naturel, tout a disparu. On n'a plus aucun effet secondaire. Hospitalité indonésienne oblige, impossible de quitter le village sans faire une halte chez notre agriculteur.
C'est naturellement autour de son café que nous finissons notre journée. Je ne peux m'empêcher de leur montrer notre façon de faire en Europe. En tant qu'agriculteur, je me sens concerné. Car si ma terre devenait comme celle-là, je ne pourrais plus rien planter. Les plantes ne peuvent plus vivre sur une terre comme ça. Elles ont besoin des nutriments qu'il y a dans le sol. Mais sur ces terrains, la terre devient presque aussi stérile que la pierre. Tu vois, ça, c'est ce qu'on a fait beaucoup dans les pays industrialisés. Et aujourd'hui, on essaye de revenir à quelque chose de plus naturel. Je quitte l'île de Sumatra en direction de l'île voisine Java. C'est à son extrémité occidentale que se trouve un des endroits les plus protégés d'Indonésie. Une presqu'île inaccessible transformée en parc naturel, le parc Dunjung Kulung. C'est ici que le rhinocéros de Java tente d'échapper à son destin funeste en se cachant de son principal prédateur, l'homme. Je suis invitée par l'équipe de rangers du parc pour participer à leur mission de surveillance quotidienne. Il n'y a que deux façons d'y accéder, par la terre là-bas et par la mer. Et quand tu dis par la terre, c'est forcément à pied? C'est inaccessible en voiture? Oui, exactement. Pas de voiture. Donc on est dans le parc Dunjung Kulung qui a la particularité d'être un endroit extrêmement sauvage. Et on est venu jusqu'ici pour rencontrer le rhinocéros de Java, dont il reste qu'une quarantaine d'exemplaires qu'on ne trouve qu'ici. En fait, c'est le mammifère le plus rare de la planète qu'on va rencontrer dans ce petit bout d'île. On va d'abord ratisser le secteur et chercher les traces du rhino. Ensuite, on va essayer de trouver le meilleur endroit pour placer nos pièges vidéo. L'estimation des effectifs de ces populations n'est pas très facile. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on place des pièges photographiques dans des endroits où on sait qu'ils vont s'abreuver et se regrouper de temps en temps. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des comptages. Prête, Mana? Yes, I am. On y va, suivez-nous. Les gardes du parc, en se déplaçant avec leurs machettes, ils ouvrent des tranchées. Une fois qu'un chemin est fait, les animaux continuent de l'emprunter. Et c'est vrai que c'est des endroits privilégiés pour repérer les traces d'animaux, parce que le sol est dégagé. Ici, là, tout ce qu'il y a sur le chemin, où je vais plonger mes pieds, voilà, par exemple, ça, ce sont des traces du passage du rhino, régulières. J'ai essayé de tomber dedans. J'ai comme des petits traits. Ça, c'est quand le rhino suit le chemin et que son corps touche l'arbre. 1,20 m. Quelle taille fait le rhino de Java? 1m30, 1m40? 1,65 m maximum et 3 mètres de longueur à l'âge adulte. Cette mare est utilisée par des rhinocéros. Ils viennent s'y baigner régulièrement. Pour les rhinocéros, c'est un besoin vital de prendre des bains de boue. Ça leur permet à la fois de maintenir une bonne température corporelle,
mais également de chasser tous les insectes qui s'agglutinent sur leur corps. Comme on peut le constater avec les empreintes, cette mare est souvent utilisée par les rhinos. Donc c'est un endroit parfait pour placer notre caméra de surveillance. Impossible de tomber nez à nez avec un rhinocéros aujourd'hui. Animal discret et peureux, la jungle est pour lui l'environnement idéal pour éviter de croiser quelques braconniers. La densité de la végétation lui procure ici le meilleur camouflage pour demeurer invisible. Difficile aussi d'effectuer un comptage précis. En 2012, suite à l'extinction des rhinocéros au Vietnam, une vaste campagne de comptage a été lancée. Les rangers ont installé plus de 100 caméras afin de mieux connaître la population du parc. Pour moi, la sauvegarde des rhinocéros, c'est très important. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est primordial de faire tout ce qu'on peut pour préserver la nature dans de bonnes conditions. Depuis que cette espèce s'est éteinte au Vietnam, nous sommes les seuls garants de la préservation du rhinocéros de Java. Et c'est une grande fierté pour moi et mon équipe de participer à cette action de sauvegarde. Il est temps de rebrousser chemin et de laisser faire ces petites caméras automatiques. Le retour se fera par la rivière, balade moins fatigante que la marche en forêt, mais pas de tout repos quand même. Si 2 personnes descendent dans l'eau pour le soulever par en dessous, on va arriver à le dégager. Allez-y, descendez. Ah, mais c'est profond! Ah, je touche pas le fond. J'aurais quand même bien voulu voir de mes yeux une des espèces les plus rares de la planète. Mais pour vivre heureux, les rhinocéros de Java doivent vivre cachés. Il me faut attendre 2 jours et le retour des caméras pièges pour enfin les apercevoir. Des zooms. C'est une femelle. Elle n'a pas de cornes. Pour identifier si c'est un mâle ou une femelle, on regarde la corne. La femelle n'en a pas. Elle a une petite bosse. On appelle ça une protubérance apparente. Là, on peut voir l'oreille de ce rhinocéros. L'oreille gauche. On peut marquer qu'elle est normale. Une oreille de rhinocéros, c'est toujours arrondi. Sur une population estimée à 50 individus, seuls 35 ont pu être répertoriés grâce à leurs différences physiques. 6 juvéniles ont été filmés, ce qui veut dire que les adultes se reproduisent et que la population va croître. Le gouvernement indonésien espère atteindre les 80 spécimens d'ici 2050. Mais ce qui m'inquiète, vu le nombre réduit d'individus, ce sont les problèmes de consanguinité qui pourraient, dans un futur proche, entraîner des malformations génétiques,
voire mettre en danger l'espèce. Un autre facteur alarmant, c'est le nombre réduit de femelles. Elles ne sont que 13. Quand il y a plus de mâles que de femelles, il y a des conflits dans le groupe. Les mâles se battent pour les femelles. Le ratio standard chez ces mammifères est d'une femelle pour 4 mâles. Le fait qu'on ait réussi à trouver un sanctuaire comme ça, sur une île aussi peuplée, moi je trouve ça magnifique. Et c'est évidemment des endroits qu'il faut protéger et si possible développer. Parce qu'on va être de plus en plus nombreux. Il faudrait que les rhinocéros le soient aussi de plus en plus nombreux. J'aime l'ambiance des petits ports de pêche. Je suis au village de Panis, situé au bord de la mer de Java. Source de protéines primordiales pour la population locale et source vitale de revenus pour les pêcheurs, le poisson a ici son importance. Mais les poissons se font de plus en plus rares et surtout de plus en plus petits. Est-ce que vous faites partie d'une famille de pêcheurs? Oui. Oui, nous avons des pêcheurs dans la famille. Mon petit-fils. Et beaucoup d'autres dans la famille. Ils partent tous à la mer. Ils ont 3 à 4 bateaux. Là, ce sont des anchois bouillis. C'est ce qu'on appelle teri rebus. Ils ont cuisiné cela en mer. Toutes nos ressources viennent de la mer. Si la mer ne donne rien, qu'est-ce que les pêcheurs vont faire? Phénomènes mondiaux, la surpêche et le réchauffement climatique impactent la biodiversité marine. Une biodiversité menacée aussi parce que le corail se meurt. Selon une étude scientifique, plus de 25% de cette biodiversité mondiale dépendrait directement du récif corallien. C'est donc ici que la WWF a lancé un vaste programme pour retarder cette disparition, voire inverser la tendance. Ce programme est dirigé par un certain André Crespo. Bonjour. Je cherche André Crespo. Oui, oui, il vit ici. La ferme du corail? Je comprends rien. Continuez par là. Oui. Ok, le panda est par là. Très bien, merci. Thank you. Bonjour, je cherche André Crespo. C'est vous? Vous avez le panda sur vous. Je suis Manaïg. Oui, je suis André. Enchanté. Ça va? Bien, merci. Voilà des structures pour replanter le corail. C'est du béton. On y met jusqu'à 25 colonies. Ce sont les gens du village qui fabriquent ces supports. Cela permet de les impliquer eux aussi dans la réhabilitation du corail. C'est une activité qui a pris une place importante pour les villageois. C'est une source de revenus supplémentaires, car ils sont payés pour chaque support qu'ils fabriquent. Couler du béton pour le jeter au fond de la mer, a priori, ce n'est pas très écologique. Mais en tout cas, c'est économique. La WWF a trouvé ici un moyen de responsabiliser les locaux, jeunes et moins jeunes, dans toute la chaîne de fabrication du corail. Il ne reste plus qu'à embarquer, comme on peut, direction le large.
En 1997, le WWF Indonésie a créé ce programme de réhabilitation du corail qui était menacé surtout par la pêche. Les pêcheurs utilisaient souvent des explosifs ou du cyanure pour tuer les poissons. Tous ces procédés sont extrêmement néfastes pour le corail. Ils endommagent les fonds marins. À la limite de l'océan Indien et de la mer de Java, se situe une petite île de sable blanc, l'île de Palo Badul. C'est ici, dans ce décor paradisiaque, qu'est programmée la renaissance du corail. Allez, viens, on va placer le support. Viens nous aider à porter le bloc. Avancez. Tirez encore. Ah oui, on voit les autres. C'est quelle profondeur, là? 2 mètres, 2 mètres 50. Ah, ok. 3, 2, 1. La prochaine étape, ça va être d'aller prélever des échantillons sur du corail vivant. Est-ce que moi je peux y aller avec eux? Oui. Very good. Ce sont des échantillons de corail mou que l'on cultive nous-mêmes. Les plants que vous avez vus en bas ont 1 an et demi. Et bien sûr, ils sont encore tout petits. Mais ils vont grandir considérablement. Comment il s'appelle, celui-là? Sarcophyton. Nous reconstituons les fonds marins de la zone en utilisant uniquement nos propres plantations de corail. Nous ne prélevons jamais sur le corail naturel existant. Et de cette façon, nous n'interférons pas avec la nature. Le corail a la particularité d'avoir 2 types de reproduction, une sexuée et une asexuée. Pour la reproduction sexuée, le corail mâle libère des gamètes qui se mélangent au plancton. Ils viennent au contact des gamètes femelles, il y a alors fécondation. La reproduction asexuée est celle que l'on pratique ici. On le fixe sur un substrat et il va s'y accrocher et continuer à se développer. C'est comme ça qu'on donne naissance à de nouvelles colonies de corail, exactement comme on ferait des boutures avec des plantes. Me voilà donc à 3 mètres de profondeur sur mon bloc de béton devenu bâtisseuse des fonds marins. Avec ce geste simple, nous reconstruisons ici un écosystème à part entière. Il y avait des plants de corail qui se sont divisés. Ils se sont reproduits et ont développé de nouvelles colonies. Il y en a aussi qui ont énormément grandi. Et ce qui m'a frappé,
c'est que les poissons sont revenus. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de poissons ici. Et ils reviennent, parce qu'on a réussi à leur fournir un nouvel habitat. De nouvelles maisons sous-marines sont construites chaque jour à Panis. Un habitat pour que les poissons puissent se protéger et se reproduire en toute tranquillité. Le dicton d'André Crespo résume bien la situation. Pas de corail, pas de poissons. Ce qui est un moyen facile d'expliquer aux gens l'importance des coraux, c'est de parler d'argent finalement. Quand on dit que un demi-milliard de personnes dépendent des coraux, qu'entre le tourisme et les services écologiques rendus par le corail, il y a environ 30 milliards de dollars qui sont générés, c'est incroyable. Et c'est vrai que quand on voit un endroit comme ça où il y a une mangrove, des herbiers, des coraux, tous ces écosystèmes qui interagissent entre eux et finalement une initiative d'écotourisme au milieu, c'est vraiment un endroit et un projet formidable. Tu fais vraiment un bon boulot. Merci. Je suis fière de toi. Même si par moments, on pourrait croire que la nature est assez forte et belle pour effacer nos erreurs, je n'oublie pas que ce sont nos petites actions du quotidien qui feront la différence dans le futur. Et ce, même dans les endroits a priori les plus préservés. L'équilibre entre la nature et l'homme est à ce prix. Nous avons une dernière petite chose à faire avant notre départ. Regarde-moi. Ça, c'est la version 21e siècle de l'hippocampe.